Eh bien, bonsoir. Donc, pour cette dernière contribution de la journée, après, il en reste encore quelques-unes. Et donc, bienvenue Dominique. Tu commences à être un habitué, je dirais, des rencontres d'Espace Mars, et c'est très bien. Et Xavier a accepté d'animer un petit peu ta contribution ce soir. Donc, je vais lui passer directement la parole. Il va te présenter et en même temps En effet, amorcer. pour ce qui me concerne, c'est la première fois que je participe à une rencontre d'Espace Mars. Voilà, oui, je disais, hein, pour ce qui me concerne, c'est ma première, puisque c'est la première fois que je participe à une rencontre d'Espace Mars. Je voudrais dire qu'on aurait presque pu inverser les deux dernières séances, puisque cette fois-ci, l'ordre du jour, c'est toujours effectivement l'action syndicale, enfin le syndicat, mais pas aux mêmes périodes, je dirais. Et j'en profite pour vous présenter donc Dominique Pinsol, Dominique qui est maître de conférence en histoire à l'université et qui a à l'ordre du jour, qui va nous parler sur le modèle de la grève générale révolutionnaire à la Belle Époque. Donc effectivement, c'est pas tout à fait le syndicalisme tel qu'on l'a vu 10 minutes avant, hein, sur les époques. Belle époque, mais bon, pas si belle que ça. Je crois que ton intervention va sûrement nous le démontrer. Tout cela se fait aussi autour d'un travail que tu as fait, autour d'un ouvrage que tu as écrit, qu'on appelle sabotaient, Quand les travailleurs sabotaient. Imaginez aujourd'hui d'employer ce terme dans l'organisation syndicale, encore que, à l'inverse, du côté patronal, on n'hésite pas à parler d'otages quand les cheminots se mettent en grève. Je ne crois pas que le terme soit moins puissant. Voilà, alors, bon, je vais tout de suite te passer la parole, Dominique, et on débattra, si possible, après. Eh bien, merci beaucoup pour cette invitation, pour cette présentation. Alors, les rencontres des espaces Marx se font de plus en plus à distance. Avant, il y avait un peu de monde sur place, un peu en ligne, et puis de fil en aiguille, il y a C'est de un peu moins en moins compliqué. de monde sur place et toujours autant en ligne. Mais c'est comme ça, on s'adapte. L'essentiel, c'est que on puisse malgré tout discuter. On n'a pas besoin d'être très nombreux pour avoir des discussions intéressantes. La, la thématique effectivement que je vais aborder ce soir, c'est celle de la grève générale, à l'époque où la grève générale était une sorte d'idéal, même de mythe, selon certains historiens, qui irriguait l'ensemble du syndicalisme révolutionnaire tel qu'il était incarné par la Confédération générale du travail, la CGT, créée en 1895 à Limoges. Alors l'idée de la grève générale n'a pas été inventée par le syndicalisme révolutionnaire, ni même par la CGT en particulier. C'est en fait une idée qui remonte euh, au débat qu'il y a eu autour de la grève au sein de l'Association internationale des travailleurs, que l'on a appelée par la suite la première internationale, qui a existé entre 1864 et 1877, et qui part d'une idée simple consistant à dire que pour éviter l'impasse des grèves, ce que l'on appelle des grèves partielles, c'est-à-dire des grèves limitées à certains secteurs ou certaines entreprises et ponctuelles dans le temps, il fallait mieux que la classe ouvrière s'organise pour préparer une grève générale, c'est-à-dire une grève qui mobilise l'ensemble ou une très grande partie, en tout cas, de la classe ouvrière pour être en mesure de paralyser le système et renverser d'un même coup l'État et le système capitaliste. Alors, il y a des variantes au sein de cette conception de la grève générale, mais disons que l'idée générale est celle-ci, hein, c'est-à-dire que
l'essentiel de l'énergie militante doit être orienté vers ce but-là, c'est-à-dire un but qui est révolutionnaire et qui a l'avantage d'éviter l'écueil des grèves ponctuelles, limitées, purement réformistes, mais qui a aussi l'avantage d'éviter la violence terroriste. Il ne faut pas oublier qu'on est à une époque où la propagande par le fait anarchiste a pris, entre autres formes, celle des attentats terroristes et même d'homicides. Et elle a aussi comme troisième avantage d'éviter l'écueil du parlementarisme, de la représentation politique, là aussi vu comme une impasse réformiste par les adeptes de la grève générale que l'on appelle à cette époque-là les grèves généralistes. Alors cette conception de la grève générale attire beaucoup de militants anarchistes dans les années 1890, des militants que l'on appelait des anarchistes syndicalistes ou un peu plus tard des anarcho-syndicalistes qui se sont pour certains très activement impliqués dans ce syndicalisme révolutionnaire. Notamment, on peut citer par exemple quelqu'un sur lequel j'ai beaucoup travaillé, puisque c'est lui qui a conceptualisé les premières formes de sabotage, qui s'appelle Émile Pouget, et qui est une des grandes figures de la CGT à cette époque, et un des principaux grèves généralistes de sa génération. Alors, la grève générale, je l'ai dit, est un des piliers en fait du syndicalisme révolutionnaire de la CGT, tout comme toutes les organisations syndicalistes révolutionnaires dans le monde, puisqu'il y a des organisations syndicalistes révolutionnaires dans tous les pays d'Europe, à peu de choses près, mais aussi sur le continent américain, et même sur les autres continents, dans une moindre mesure, mais particulièrement dans l'Empire britannique. Il y a des organisations qui se réclament de cette idéologie-là. Il y a dans le syndicalisme révolutionnaire donc deux objectifs qui sont poursuivis. L'un à court terme, qui est un objectif réformiste, améliorer ici et maintenant les conditions de vie et de travail des ouvriers, mais un autre objectif à plus long terme, qui est celui que j'ai exposé tout à l'heure, c'est-à-dire la grève générale expropriatrice, la grève générale révolutionnaire. C'est au fond ce qui est formalisé lors du congrès d'Amiens de la CGT en octobre 1906, qui a ensuite donné la fameuse charte d'Amiens, qui est encore un des textes fondamentaux de la CGT telle qu'elle existe encore aujourd'hui. Alors cette grève générale, ce qui est intéressant à la belle époque entre guillemets, comme tu l'as dit, puisqu'elle n'est pas belle pour tout le monde, hein, loin de là, mais bon, c'est l'expression que l'on a l'habitude d'employer pour désigner les années, les décennies d'avant-guerre. Dans cette belle époque, ce qui est intéressant de voir, c'est comment des militants ont tenté eh bien, de concrétiser cette grève générale, de passer de la théorie à l'action. Et c'est une période dans laquelle il y a plusieurs tentatives, dont la plus connue en France est peut-être celle du 1er mai 1906, qui est assez connue, j'y reviendrai. Mais il y a eu aussi des tentatives de grève générale en Belgique, à la fin du 19e, au début du 20e, en Italie en 1904, durant ce qu'on appelle la Semaine rouge. Et donc, en 1906, lors du 1er mai en France, où il y a un mouvement massif de grève qui effraie énormément la bourgeoisie, notamment la bourgeoisie parisienne, mais qui est réprimée par le gouvernement. Et puis d'autres tentatives également en Espagne, durant la Semaine tragique, par exemple, en 1909, ou encore en Angleterre, à Liverpool, notamment en 1911. La grève générale, l'expression grève générale à cette époque peut un peu paradoxalement, concerner aussi l'ensemble d'un secteur ou l'ensemble d'une ville, l'ensemble d'une région. Alors, le 1er mai 1906, c'est d'abord une des premières, c'est peut-être la première tentative en fait de la CGT de provoquer cette grève générale tant attendue, puisqu'à ce moment-là, la CGT milite pour la journée de 8 heures, donc la réduction du temps de travail, et annonce qu'à partir du 1er mai 1906, les ouvriers ne travailleront plus que 8 heures. Et c'est cette
ce mot d'ordre, cette revendication qui est au cœur de l'appel à la grève générale le 1er mai 1906. Et cette grève est sur le plan de la mobilisation, c'est un succès. Les grèves sont massives. Elles se poursuivent même pendant plusieurs jours après le 1er mai, mais la revendication principale, qui était celle de la CGT, qui n'avait pas pour comment dire, comme mot d'ordre, un mot d'ordre révolutionnaire. Il ne s'agissait pas de renverser le pouvoir ni le capitalisme, mais simplement, entre guillemets, c'est déjà énorme, obtenir la journée de 8 heures. Cette revendication n'est pas satisfaite et malgré la mobilisation massive, le mouvement est brisé par la force, par la répression. On mobilise la troupe, on procède à de très nombreuses arrestations et ce mouvement-là est considéré, j'emploie le terme utilisé par l'historien Michel Dreyfus, spécialiste du syndicalisme et notamment du mouvement coopératif et mutualiste, ce mouvement est considéré comme un relatif échec, puisque succès sur le plan de la mobilisation, mais échec sur le plan des revendications. Cette grève est suffisamment connue pour ne pas que l'on s'y attarde aujourd'hui. Moi, je m'attarderai plutôt sur deux autres expériences qui permettent un peu de cerner les difficultés en fait liées à la mise en application de cette théorie de la grève générale. Le premier exemple, c'est celui de la grève des postes en 1909, qui commence en mars 1909. La grève des postes, au départ, n'a rien d'une grève générale et n'a pas de caractère révolutionnaire ou insurrectionnel. Il s'agit simplement des agents du ministère des Postes et Télégraphes, que l'on appelle de manière globale les postiers, mais il peut s'agir aussi, par exemple, d'ouvriers télégraphistes qui s'occupent d'entretenir les lignes de télégraphe. Cette grève commence, bon, tout à fait de manière tout à fait classique sur des revendications liées au salaire, mais aussi sur des revendications liées à l'autorisation de se syndiquer, puisque une grande partie de ces agents sont des fonctionnaires et donc à l'époque n'ont pas le droit de se syndiquer et ont encore moins le droit de faire grève. Mais malgré tout, la grève commence en mars 1909 et cette grève se termine de manière un peu ambiguë parce que les postiers n'obtiennent pas exactement ce qu'ils voulaient, mais on leur promet malgré tout d'ouvrir des négociations, laissant penser qu'ils pourraient obtenir satisfaction. Donc cette grève de mars 1909 se termine plutôt dans l'allégresse, mais elle ne résout rien sur le fond. Mais ce qui est intéressant du point de vue de l'histoire de la grève générale, c'est qu'elle s'accompagne, et c'est ça, moi, qui m'a intéressé, notamment dans le livre que je viens de publier, elle s'accompagne de nombreuses coupures de fils télégraphiques, c'est-à-dire de nombreux sabotages de fils télégraphiques. Et à ce moment-là, dans certains milieux militants à la CGT, mais aussi autour d'un journal qui est très lu à l'époque, qui s'appelle La Guerre sociale, qui est dirigé par un militant socialiste révolutionnaire qui s'appelle Gustave Hervé, eh bien, on commence à théoriser le fait que une grève dans le domaine des télécommunications serait susceptible de paralyser l'État capitaliste, de paralyser l'économie dans son ensemble, de mettre le gouvernement dans l'impossibilité de gouverner, et donc serait le levier d'action principal pour une future grève révolutionnaire, une grève générale révolutionnaire. On le lit par exemple, alors on le lit dans La Guerre sociale, je l'ai dit, qui est vraiment l'hebdomadaire de la frange la plus radicale des révolutionnaires, qui est tiré à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, à peine moins tiré que l'Humanité à l'époque, donc c'est pas du tout anecdotique. Donc on le lit, ce qui n'est pas très étonnant de ce côté-là, mais on le lit aussi, on lit cette idée dans l'Humanité. Par exemple, le 20 mars 1909, Braque, de son vrai nom Alexandre Desrousseaux, explique que cette grève des postiers, je cite, frappe l'État capitaliste dans son fonctionnement même. Et on retrouve ces idées dans La Guerre sociale, dans lequel Gustave Hervé se réjouit du succès apparent de la grève des postes de 1909,
Et il explique juste après la fin de la grève, je cite dans La guerre sociale, « C'était la révélation subite que la menace plusieurs fois faite de saboter la mobilisation un jour de grève générale ou de déclaration de guerre était une menace facile à exécuter. » Donc là, il y a un autre thème d'ailleurs qui commence à poindre dans la guerre sociale, c'est l'idée que cette grève générale peut devenir aussi une arme antimilitariste pour empêcher la guerre le jour qui semble proche à ce moment-là, le jour où la guerre sera déclarée. Et donc, après la guerre, après ce premier moment de la grève des postiers de mars 1909, eh bien, il y a une sorte de nouvelle conception de la grève générale qui se développe dans les rangs syndicaux, syndicalistes révolutionnaires et révolutionnaires tout court, qui est l'idée d'une grève générale qui va passer avant tout par le sabotage. Et la puissance potentielle de ce mouvement est très mobilisatrice. Le 4 avril, donc au tout début du mois d'avril, juste après la grève des postes, là, il y a un meeting qui est organisé à l'Hippodrome à Paris par l'électricien Émile Patot, qui est celui qui dirige le syndicat des électriciens affiliés à la CGT, et par un anarchiste qui s'appelle Guillaume Ledu, qui est secrétaire du syndicat des terrassiers. Terrassier, à l'époque, c'est vraiment l'incarnation du syndicalisme révolutionnaire de l'époque. Et les Patot et son camarade Ledu, qui s'appelle Guillaume Ledu, donc le terrassier, constituent un comité de 12 membres qui associe des ouvriers, des fonctionnaires, dans la perspective d'une future grève générale. Là, il se trouve que les postiers, de leur côté, relancent leur grève au mois de mai. Et c'est là qu'on se rend compte que la grève générale, en fait, a du mal à prendre, malgré tout, et on se rend compte de toutes les difficultés qu'il y a entre l'appel à la grève générale, la théorie, le mythe. Sur le papier, ça semble très bien, ça semble parfait, il suffit de faire quelques sabotages ici ou là, et puis on va paralyser le pays et on va faire tomber tout ça. Et le décalage entre cette conception-là et la pratique, qui est en fait beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre, puisqu'à ce moment-là, au moment où les postiers reprennent leur grève en mai 1909, notamment parce qu'il y a tout un tas de postiers qui ont été révoqués parce qu'ils n'avaient pas le droit de faire grève, bref, le comité confédéral de la CGT lance un appel à la grève générale. Le comité associant ouvriers et fonctionnaires qui avait été mis en place par Patot et Ledu, lui aussi soutient ce mouvement. Mais on voit que parmi les dirigeants syndicaux du bâtiment, des chemins de fer et des électriciens, la prudence est quand même de mise. C'est-à-dire que au moment où les postiers rentrent en grève, tous ces secteurs-là, le bâtiment, les chemins de fer, les électriciens disent « on vous suit, on vous soutient », mais sans s'engager sur des formes d'action, sans s'engager même sur une grève, ni sans s'engager sur aucun calendrier, aucune date. Autant dire que ce sont de pures paroles en l'air. C'est-à-dire que historiquement, on peut avoir l'impression que la grève générale est un idéal largement partagé à l'époque et que l'avant-garde du prolétariat organisé est prête à passer à l'action. Mais en réalité, ces sources-là sont souvent des sources qui sont produites par les franges les plus radicales du syndicalisme de l'époque, mais qui ne sont pas du tout représentatives de l'ensemble du mouvement syndical de l'époque, qui lui-même est déjà une minorité, même assez infime par rapport à la classe ouvrière de l'époque. C'est-à-dire que même au sein de la CGT, il ne faut jamais oublier que à la tête de la CGT, on a des syndicalistes révolutionnaires, comme Pouget par exemple, mais dans les fédérations syndicales, en fait, ceux qui sont majoritaires, ce sont des réformistes, et qui, eux, ne sont pas du tout prêts à passer à l'action et à engager une grève générale insurrectionnelle. Donc, à ce moment-là, dès ce moment-là, j'allais dire, le décalage très fort entre la théorie et la pratique apparaît assez éclatant et rappelle d'ailleurs certains débats que l'on a aujourd'hui quand, par exemple, on reproche à la CGT
de ne pas appeler à une grève générale dès qu'il y a un mouvement social, et que irrémédiablement, la CGT explique qu'il n'y a pas de bouton grève générale sur lequel on peut appuyer et qu'une grève générale, ça se construit et qu'on ne peut pas forcer les organisations syndicales à aller plus avant, etc., etc. Eh bien, ce sont des débats en fait qui se produisent déjà à cette époque-là et qui sont déjà une faiblesse du mouvement syndical au moment où la CGT est la plus révolutionnaire de son histoire. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que même à force de dire à la CGT avant était révolutionnaire et elle ne l'est plus maintenant, on oublie que même à l'époque où elle était révolutionnaire, en fait, le passage de la théorie à la pratique se heurtait déjà à une majorité réformiste en son sein. Bon, ça n'empêche pas les grandes figures du syndicalisme révolutionnaire de l'époque, Émile Pouget, Émile Patot, que j'ai cité déjà, de continuer à théoriser la grève générale et à prôner la grève générale. En octobre 1909, donc à la fin de l'année de la grève des postes, alors la grève de mai 1909, de la grève des postes, elle n'est pas du tout suivie comme celle de mars, elle échoue complètement. Bon. Mais à la fin de l'année, donc enfin à l'automne de cette année-là, en octobre 1909, Patot et Pouget publient un livre très intéressant qui, d'ailleurs, si vous le souhaitez le lire, il est intégralement sur Gallica, il est numérisé sur Gallica, qui s'intitule Comment nous ferons la révolution et qui est un livre assez étrange puisque c'est un livre que l'on peut qualifier de politique fiction. C'est-à-dire qu'il raconte au passé une grève générale expropriatrice qui a eu lieu. Voilà, en se plaçant donc dans le futur et en disant voilà comment nous avons gagné. D'ailleurs, le livre au départ devait s'intituler Comment nous avons fait la révolution. Et alors ce livre, c'est assez intéressant parce qu'on voit vraiment, on a la description de ce que devrait être la grève générale selon les grèves généralistes de l'époque. C'est-à-dire qu'on a une sorte de modèle où on voit que tout commence quand, à la sortie d'un meeting, il y a des contrôles d'identité qui sont faits, qui provoquent les premières échauffourées, puis ça dégénère en émeutes. Les émeutes elles-mêmes nourrissent une répression qui cause des morts. Et cette répression, un peu comme en 1848 par exemple, met le feu aux poudres et mobilise toute la classe ouvrière parisienne qui parvient à paralyser tout Paris. Alors, les auteurs essaient d'imaginer toutes les conséquences concrètes que ça peut poser, ça. C'est-à-dire, comment on fait, par exemple, quand les Parisiens ne peuvent plus trouver de pain dans les boulangeries? Comment on va faire dans une ville, dans une capitale qui est entièrement paralysée, pour nourrir la population? D'autant que dans ce récit, les ouvriers, y compris les ouvriers boulangers, ont saboté les fours, on fait en sorte de rendre inutilisables tous les matériels des boulangeries destinés à fabriquer du pain, justement pour ne pas que des briseurs de grève puissent briser le mouvement. Le sabotage dans les premiers temps de cette grève générale mythique, mythifiée, a une place déterminante. Comment on fait aussi, se demande-t-il, quand les ouvriers des usines de gaz ont saboté les usines et ont plongé Paris dans les ténèbres, dans le noir? Comment on fait quand les cheminots, les postiers, les télégraphistes se joignent au mouvement et que tout le pays est entièrement paralysé? Alors, les auteurs ne s'embarrassent pas trop de complexité puisqu'ils disent que de toute façon, une fois que la première phase, c'est-à-dire cette phase de paralysie est passée, eh bien, il suffira aux ouvriers grévistes de prendre le contrôle des outils de production et de relancer la production, mais cette fois-ci débarrassée du patronat et de l'État, c'est-à-dire mettre en place tout de suite, sans attendre, un mode de fonctionnement socialiste, sans État, décentralisé, d'une sorte d'autogestion, pourrait-on dire, étendue à l'échelle du pays tout entier et dans tous les secteurs vitaux pour la nation. Et puis en attendant, disent-ils, les émeutiers pourront toujours piller ce qui reste dans les magasins qui gardent encore des victuailles, des denrées alimentaires, etc., etc.
Donc, on a une phase, au fond, de paralysie et de sabotage qui permet de paralyser. Une phase intermédiaire de violence et de pillage qui permet de tenir voilà, les quelques jours qu'il faut pour liquider l'État et le patronat. Et puis une phase très rapide de relance de la production, d'où l'intérêt de ne pas avoir détruit les machines, de simplement les avoir sabotées pour les mettre temporairement hors d'usage, pour être en mesure très rapidement de relancer la production et de relancer l'activité dans son ensemble une fois que les autorités et le patronat auront été mis hors d'état de nuire finalement. Alors, dans ce modèle-là, on comprend rapidement que ce qui nourrit le modèle de la grève générale de l'époque, c'est la vulnérabilité, pardon, du système technique en fait, de la deuxième révolution industrielle, à commencer par les réseaux électriques. Et là, c'est une question qui devient centrale chez les grèves généralistes de l'époque, c'est-à-dire l'idée que, comme le disent Émile Patot et l'anarchiste Sébastien Faure, qui est un grand conférencier anarchiste de l'époque, le disent lors d'une conférence qui a lieu en 1909, là, peu de temps après la grève des postes. Ils disent qu'il faut mettre l'industrie, je cite, mettre l'industrie électrique au service de la révolution. Et que pour eux, il y a le développement de ces infrastructures-là, donc les réseaux électriques qui nourrissent les réseaux de télégraphe, de télécommunications et aussi de téléphone qui commencent à se développer un petit peu à cette époque-là, mais aussi les réseaux hérités de la première révolution industrielle, les réseaux ferroviaires. Tous ces réseaux-là, eh bien, ils sont tellement vulnérables qu'en fait, il suffit à une petite minorité d'avant-garde révolutionnaire, d'aller effectuer des sabotages bien ciblés pour pouvoir effectuer ce premier temps de la grève générale qui passe par la paralysie du système. Et là, on a plusieurs articles, des conférences, voilà, même ce livre-là de Patot et de Pouget, qui explique ça en 1909, au tournant de 1909-1910. Et c'est une idée, évidemment, qui ravit aussi du côté de l'équipe de la guerre sociale, hein, qui est toujours prête à passer à l'action et à appeler à commettre toujours davantage de sabotage. Alors là, on voit que les limites rencontrées pendant la grève des postes, hein, je l'ai dit, cet appel à la grève générale qui finalement n'a pas eu lieu, ne dissuade pas du tout les partisans de la grève générale de continuer à prôner ce modèle-là. Et il se trouve qu'il y a très rapidement une autre grève qui donne rapidement de nouveaux espoirs du côté des grèves généralistes, cette fois-ci en octobre 1910, pardon. Ce ne sont pas les postiers cette fois-ci qui se mobilisent, mais ce sont les cheminots qui réclament, entre autres, des hausses de salaire et notamment une hausse du salaire quotidien à 5 francs. La pièce de 5 francs que l'on appelle à cette époque la thune, pour ça qu'on a donné à cette grève le nom de grève de la thune, et qui se mettent massivement en grève donc à partir du 10 octobre. Hein, alors, quand je dis massivement, c'est que dans la nuit du 10 au 11 octobre 1910, eh bien, la grève est tellement massive que le réseau du Nord, à l'époque, le réseau ferroviaire est divisé, séparé en plusieurs compagnies privées. Hein, il n'y a que le réseau de l'Ouest qui est tenu par l'État, qu'on appelle le réseau de l'Ouest-État, sinon ce sont des compagnies privées. Tout le réseau du Nord est entièrement paralysé le matin du 11 octobre. Et le mouvement s'étend immédiatement au réseau de l'Ouest, donc tenu par l'État, qui lui aussi est paralysé. Le mouvement s'étend même aux autres réseaux. Dans une moindre mesure, les perturbations sont moindres, mais quand même, on craint véritablement une paralysie du pays à ce moment-là. Et même, on compare ce mouvement à ce qui s'est passé en 1871 pendant la Commune. À ce moment-là, on dit que c'est les événements les plus graves que la France a connus depuis la Commune. Le président du Conseil, donc le chef du gouvernement de l'époque, Aristide Briand,
alerte immédiatement les députés et les autres gouvernants du fait que cette grève s'est accompagnée là aussi de sabotage de lignes télégraphiques et annonce aussitôt qu'il s'agit non pas d'une grève au sens classique du terme, mais d'une grève insurrectionnelle. Et donc là, on est dans un moment étrange où les cheminots eux-mêmes qui se sont mis en grève pour des motifs purement réformistes, purement même on pourrait dire corporatistes. Ils veulent juste une augmentation de salaire. Mais comme leur grève paralyse un élément essentiel de la vie du pays, à savoir le réseau ferroviaire, et si vous paralysez le réseau ferroviaire, vous paralysez le trafic des marchandises, le transport des personnes, mais aussi le trafic postal. Et vous mettez en danger aussi potentiellement la défense nationale, puisque la mobilisation des troupes ne peut plus se faire sans train. Et donc cette grève qui, du point de vue de ces acteurs, n'a rien de révolutionnaire, est aussitôt qualifiée d'insurrectionnelle par le gouvernement, qui du coup fait un lien avec toute la théorie de la grève générale qui est en circulation à l'époque, et qui justifie de cette manière-là la répression la plus sévère, à savoir l'ordre de mobilisation militaire. C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas osé le faire pour les postiers en 1909, mais là, pour les cheminots, la menace est jugée suffisamment grave et les sabotages sont suffisamment nombreux pour que Briand décrète la mobilisation militaire des cheminots, c'est-à-dire que les cheminots grévistes qui refuseraient de reprendre le travail, eh bien, sont désormais passibles d'un tribunal militaire. Et là, autant dire que la grève, au bout de quelques jours à peine, est immédiatement brisée, hein, puisque parallèlement, les membres du comité de grève sont arrêtés. Bon. Mais les organisations syndicalistes révolutionnaires ne sont pas pour autant immédiatement impressionnées par ce coup de force du gouvernement dès le début de la grève. Les électriciens même se joignent à la grève, cette fois-ci le 13 octobre, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de dire ici on vous soutient, mais ils déclarent la grève et ils se mettent en grève, et des coupures de courant massives sont pratiquées qui plongent dans le noir les beaux quartiers parisiens, Champ de Mars, Trocadéro, Madeleine, boulevard Saint-Michel, Saint-Germain, le palais de l'Élysée, privé d'électricité, le ministère de l'Intérieur, où on ressort les lampes à pétrole, la préfecture de police. Donc là, on ne peut plus envoyer de télégrammes. Hein. La gare Saint-Lazare, les 7e et 16e arrondissements, la place de Clichy, etc., etc. On sabote aussi l'usine d'air comprimé du quai de la gare. Et l'usine d'air comprimé, ça, à l'époque, l'air comprimé, ça sert notamment à faire fonctionner toutes les horloges de la ville. Et donc, les horloges, de manière un peu symbolique, sont aussitôt toutes bloquées sur la même heure, à 19h45, au même moment où des coupures d'électricité massives sont opérées, ce qui met aussi d'ailleurs à l'arrêt la plupart des tramways électriques de la capitale. Donc là, il faut vous imaginer, le 13 octobre 1910, que la grève générale semble là arriver. Ça y est, on semble y être. D'autant que les maçons et les terrassiers, qui sont réputés être les plus violents lors des grèves, hein, les terrassiers, c'est ceux qui n'hésitent pas à casser, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui des casseurs, quoi, dans tout un tas de grèves. Ils n'hésitent pas à saboter. Ils se mettent eux aussi en grève. Et quand il y a des soldats qui sont envoyés à Montmartre pour essayer de rétablir la situation, eh bien, ils sont accueillis à coups de bouteilles brisées de pierre. Donc là, à ce moment-là, l'hypothèse avancée par Briand d'un mouvement insurrectionnel commence à prendre corps et à devenir réalité, d'autant que les fils électriques et téléphoniques qui relient les ministères, la préfecture de police et la chambre de députés, et même le gouvernement militaire de Paris, ces fils-là, qui passent dans les égouts de Paris, sont sectionnés, sont sabotés dans la nuit du 14 octobre. Donc là, le 14 octobre, enfin le lendemain plutôt, dans le Petit Journal, un quotidien des grands quotidiens de l'époque,
voilà, on décrit Paris dans les ténèbres, on décrit une grève générale telle qu'elle a été décrite dans la fiction rédigée par Pato et Pouget. Là, c'est en train d'arriver. Et le petit journal tremble, hein, je cite, il conclut son article en disant les communications sont interrompues sur un quart du territoire de la France, troublées un peu partout, et même précise que le gouvernement est dans l'incapacité d'envoyer des dépêches diplomatiques. Donc là, on commence à avoir l'impression que tout cela est en train de devenir réalité. Sauf que là encore, les sources sont trompeuses, puisque du côté du gouvernement, on exagère la menace pour mieux réprimer, et du côté des syndicalistes, on exagère la portée du mouvement pour mieux alimenter l'idée que la grève générale, finalement, c'est pas si compliqué à mettre en œuvre. Or, si on regarde les chiffres, il y a à l'époque à peu près 300 000 cheminots. La moitié de ces 300 000 cheminots est syndiquée à cette époque-là. Il y a 60 000 grévistes, selon la CGT elle-même. Donc 60 000 sur 300 000. Et on se rend compte que dès le 15 octobre, en fait, après ces 2 journées-là où tout semblait pouvoir basculer, en fait, dès le 15 octobre, suite à l'ordre de mobilisation militaire du gouvernement, la circulation des trains reprend à peu près régulièrement partout, sauf sur l'Ouest État. Et dès le 18 octobre, eh bien, la quasi-totalité des grévistes n'ont pas voulu prendre le risque, évidemment, du tribunal militaire et ont repris le travail. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il ne faut jamais oublier que la grève générale est en fait défendue par une minorité dans la minorité. Je vous donne les chiffres. À cette époque, il y a 6 millions d'ouvriers en France. Sur ces 6 millions d'ouvriers, la CGT, qu'on présente toujours comme une organisation massive, la tête de pont du syndicalisme révolutionnaire international, etc. La CGT, à ce moment-là, c'est 400 000 membres sur 6 millions d'ouvriers. La SFIO, donc le Parti socialiste unifié en 1905, c'est entre 70 et 80 000 adhérents. Donc à côté de la CGT, c'est même rien du tout, la SFIO. Déjà que la CGT, c'est pas grand-chose parmi l'ensemble de la classe ouvrière, mais la SFIO, c'est encore moins. Et dans la CGT, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas 400 000 syndicalistes révolutionnaires. C'est en fait une minorité syndicaliste révolutionnaire, alors qui est surreprésentée parce qu'elle est à la tête de la CGT et que dans les congrès de la CGT, on vote par fédération. Le vote n'est pas proportionnel au nombre de membres des fédérations. C'est une fédération, une voix. Et donc ça permet aux syndicalistes révolutionnaires d'être surreprésentés à la tête de la CGT. Mais ces projets-là sont en fait vraiment défendus par une minorité, ce qui fait que cette minorité peut provoquer, au moment de passer à l'acte, des perturbations massives. Ça, on l'a vu. Les cheminots qui se mettent en grève sur le réseau du Nord et de l'Ouest État, qui d'ailleurs ne sont pas eux-mêmes des syndicalistes révolutionnaires, hein. L'immense majorité, c'est juste des syndicalistes, ou même des gens qui ne sont même pas forcément syndiqués d'ailleurs, mais qui veulent juste avoir une augmentation de salaire. Donc, ces petits nombres de personnes chez les cheminots, chez les électriciens, chez les terrassiers, peuvent provoquer des perturbations massives, surtout quand ils sont dans des secteurs vitaux dans le secteur des télécommunications, des transports, de l'énergie. Ça, c'est certain. Mais ensuite, pour que le mouvement dure, pour que la grève générale vraiment prenne corps et s'installe dans la durée, c'est-à-dire ce qui est décrit dans le récit fictionnel de Pouget et Pato, c'est-à-dire ce moment où, eh bien, petit à petit, chaque corporation va se joindre au mouvement impulsé par la minorité de départ, et bien en fait, ce mouvement, il n'arrive pas. Et la force de répression de l'État fait que le cœur même de la grève, c'est-à-dire les cheminots, est brisé en fait en quelques jours. Parce que les capacités de répression de l'État sont devenues tellement importantes qu'il n'y a pas en réalité d'autres alternatives. Ce qui fait que ce projet de grève générale qui semblait véritablement là entre le 10 et le 14 octobre 1910, qui semblait être en train de prendre corps, finalement, il retombe comme un soufflé très rapidement
Et cette idée de grève générale va rester surtout un élément du discours de la CGT jusqu'à la déclaration de guerre, hein, puisque elle reste une arme qui est brandie à la fois par les socialistes, mais aussi les syndicalistes contre la guerre jusqu'en 1914. Mais en réalité, chacun sait que cette grève générale, elle est au moins très compliquée à mettre en œuvre, voire quasiment impossible en l'état actuel des forces syndicales et révolutionnaires de la France de cette époque-là. Ce qui explique que, en fait, les grèves généralistes pures et dures, les plus radicaux, ceux qui sont même prêts à aller jusqu'à des méthodes, des actions plus violentes, il y en a qui disent, bah oui, ça n'a pas marché parce qu'on n'est pas allé assez loin. En fait, il suffit pas de simplement de couper des fils, il suffit pas simplement de saboter. Il faut peut-être revenir à des méthodes qui ressemblent au terrorisme de la fin des années 80, début des années 90. Et donc ça, on trouve ça dans vraiment des groupuscules anarchistes, antimilitaristes, qui diffusent en 1913 un petit manuel, un manuel d'action qui s'intitule En cas de guerre et qui indique quoi faire, hein, quelles mesures à mettre en œuvre au moment où la guerre sera déclarée. Donc on va faire sauter des ponts, on va couper les fils, on va même tuer des soldats s'il faut, on va empoisonner les chevaux des soldats, etc. On va apprendre à faire des explosifs, voilà, etc. Mais ça, c'est des méthodes qui sont une sorte de pis-aller qui ensuite circulent dans des groupuscules et ce sont des méthodes qui restent complètement lettre morte. C'est-à-dire qu'au moment où la guerre est déclarée, bon, on le sait, la CGT, après l'assassinat de Jaurès, la SFIO se rallie à l'élan sacré, la CGT se rallie à l'élan sacré, à contre-cœur, mais quand même. Et même les anarchistes ne passent pas à l'action. Et ils répondent tous à l'ordre de mobilisation, quasiment tous, quasiment pas de désertion. Donc en fait, tout ça pour dire que même à la grande époque en fait de la grève générale, c'est-à-dire à l'époque où la CGT était à proprement parler syndicaliste révolutionnaire, où ce mythe, cet idéal semblait le plus fort, eh bien, sa mise en application a été immédiatement confrontée à des problèmes qui sont ensuite restés les mêmes pendant toute l'histoire du mouvement ouvrier jusqu'à nos jours. Ça n'a pas empêché qu'à certains moments, 1936, 1968, il y ait des mouvements de grève massifs qui aient ressemblé, par certains aspects, notamment par leur aspect massif, aux grèves générales telles qu'elles étaient conçues au sein de la CGT à la belle époque. Mais ça n'a pas non plus été les grèves générales expropriatrices et révolutionnaires que rêvaient Pouget, Patot et autres. Il y a eu des expropriations, mouvement d'occupation d'usines en 1936, etc. Il y a eu des phénomènes révolutionnaires aussi en 68. Mais malgré tout, cette grève générale expropriatrice, révolutionnaire, finalement, elle est restée surtout un élément en fait un élément mobilisateur, un mythe mobilisateur pour la classe ouvrière et les tentatives de mise en application, en tout cas à l'époque, montrent immédiatement tous les obstacles que rencontre ce genre de projet. Et je m'arrête là. Merci de votre attention. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des remarques, des contradictions. Pas vraiment des questions, peut-être des remarques sur. Moi, il aurait presque fallu poursuivre sur l'après-guerre, dont tu l'as un peu évoqué, sur l'après-guerre où tous ces différents courants se sont un peu structurés, je dirais, par des scissions qui se sont mis en place. On a vu, par exemple, en 1947, la mise en place du syndicat Force ouvrière, qui correspondait à une scission de la CGT et qui avait été largement constituée avec l'aide de la CIA notamment, américaine, et qui constituait un courant, alors là, plus que réformiste. Alors c'est pour ça, moi, dans le terme que tu emploies par rapport à l'évolution de la CGT, plutôt vers le réformisme, un peu, tu l'as dit, un peu. Néanmoins, même encore aujourd'hui, la CGT est la seule organisation syndicale qui a pour base
effectivement la lutte de classe. C'est un syndicat de masse et de classe. Ça, c'est l'histoire, hein, et c'est resté encore comme ça. Allez, on ne peut pas tout à fait l'assimiler aux autres. Alors on dit réformiste parce qu'effectivement, elle entre dans la négociation. Difficile de créer les conditions d'une grève générale, encore qu'on voit des grands mouvements. On a vu le mouvement sur les retraites, ça reste quand même un mouvement assez important. Néanmoins, créer les conditions d'une grève générale paraît aujourd'hui impossible. On parle d'ailleurs de convergence de lutte, plus que de grève générale. Mais pourquoi? Parce que d'abord, il y a bon, j'appellerais ça des inégalités. C'est pas tout à fait des inégalités, mais des différences de traitement selon qu'on appartienne à telle ou telle fédération, à tel ou tel salarié, enfin type de salarié. Et les rapports de force sont souvent différents, ce qui crée des conditions de négociation différentes et des statuts différents pour les salariés. Et mobiliser dans ce cadre-là, c'est extrêmement compliqué. Moi, j'appartenais par exemple à un syndicat qui était le syndicat du livre parisien. Syndicat du livre parisien, il avait pour habitude de dire ou de clamer que la grève, elle est efficace quand on n'a pas besoin de la faire. Pourquoi? Parce qu'on a un rapport de force tel que le patronat entraîne la négociation tout de suite. Et les statuts sont extrêmement importants, hein, extrêmement intéressants. Vous voyez, et aujourd'hui, malheureusement, c'est plus le cas, y compris dans le syndicat du livre, puisque la presse n'a pas disparu, mais enfin, est en grosse difficulté. Mais c'est ça que je veux dire. Bon, effectivement, appuyer sur le bouton, comme disait Sophie, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible parce qu'il y a de telles différences. J'étais il y a même pas 15 jours, juste en face de chez moi, j'entends du bruit. C'était un EHPAD. C'était les salariés d'un EHPAD qui sont sortis dehors, qui se sont mis en grève, qui ont déployé les banderoles, vous voyez, aujourd'hui, des mouvements spontanés comme ça, qui se créent, et ces salariés, eh bien, s'ils n'ont pas satisfaction, au 1er janvier, ils démissionnent. Vous voyez, ça va jusque-là. Donc, les mouvements d'action ont pris des formes nouvelles. C'est plus tout à fait la même chose, effectivement, qu'à une époque. C'est vrai qu'on ne sabote plus, mais néanmoins, on peut créer les conditions d'un rapport de force. Ça peut arriver. Et la convergence des luttes, enfin moi, en tout cas, j'ai cet espoir. La convergence des luttes peut arriver. Et pourquoi pas, hein, ça sera ma petite conclusion, toute petite, la grève générale. Pourquoi pas la grève générale? Sophie, peut-être que tu souhaites Oui, intervenir. comme ça je répondrai à plusieurs Voilà. interventions en même temps. Vas-y, Sophie, après Jean. Oui, oui. Alors, merci pour ce rappel historique. Euh, donc, effectivement, pour moi, la grève générale, elle reste quand même dans l'inconscient collectif, dans la mesure où je crois que pour les retraites, si on, c'est pas le fait que de marcher dans la rue, ça n'a pas suffi. Et je crois que beaucoup de Français pensent encore que quand les grandes fédérations se mettent en grève comme avant ou bloquent euh, l'accès au pétrole, tu sais, au ravitaillement, tout de suite on envoie les CRS. Mais si c'est pas ça, ça va être des coupures d'électricité. Mais si c'est pas ça, ça va être la grève des cheminots. Et avant, on avançait quand même un peu, même si tu dis qu'effectivement, on ne va pas jusqu'au bout, mais on avançait quand même un peu avec ces grosses corporations. Maintenant, c'est moins le cas parce qu'ils ont bien compris, ils essaient de casser tous ces secteurs où c'est plus difficile de mobiliser. Et quand on arrive à faire quelque chose de sympa, comme ici en Gironde récemment, au moment des retraites, avec quelques coupures bien localisées, bien, enfin voilà, bah, on est attaqué en justice, les camarades sont passés au tribunal, donc voilà, il y a. Mais de ce fait, voilà, je crois qu'effectivement, il va falloir qu'on se réapproprie la grève. Alors, comme a dit Xavier, hein, il y a différentes formes, mais on avance. Mais il faut quand même pas oublier qu'il faut, en parallèle du collectif quand même, je crois, la CGT, elle est là pour confédérer les différentes fédérations pour quand même revendiquer au niveau général. Et c'est là qu'on on s'affaiblit, je trouve, hein, je ne sais pas ce que tu en penses.
Et parallèlement, tu dis, ouais, mais on n'arrivera pas. C'est vrai, tu as raison, on n'arrive pas au but révolutionnaire tant attendu. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a une autre révolution qui se passe, et tu me diras ce que tu en penses. C'est que on voit que les salariés reprennent, dans certains cas, leurs usines, la gestion de leurs usines. Est-ce que c'est pas une forme de révolution, ça, finalement, quelque part? Est-ce que c'est pas une autre forme de dire aux capitalistes, bah tiens, et puis prouver que les salariés peuvent aussi faire quelque chose de leur boîte. Alors ça marche ou ça marche pas, mais on voit que ça peut marcher. Parce que c'est peut-être ça qui va redonner espoir aussi. Après, bien sûr qu'on peut pas le faire partout, mais c'est une façon de reprendre en main aussi son avenir. Enfin voilà, c'est une réflexion et des questions en même temps. Merci. On peut prendre la réflexion Jean, aussi de Jean. Oui, rapidement, parce que je vois que l'heure tourne. ça fait. Il est intéressant et important de rappeler cet itinéraire au sein de la CGT et nos origines anarcho-syndicalistes, parce que faut être tout à fait conscient que ces idées ne se sont pas arrêtées à l'histoire datée de cette époque. Elles continuent à pénétrer le mouvement syndical et nous le vivons encore, elle traverse encore la CGT. Les deux phénomènes, hein, mais moi je tiens à rajouter l'anarcho-syndicalisme qui sont nos origines, qui nous ont marqués dans la création de la CGT, c'est-à-dire la vision politique de la grève insurrectionnelle, comme tu l'as très justement rappelé. Euh, Parce que la grève générale, quand elle est criée aujourd'hui dans nos manifestations, c'est pour ça que je dis ça perdure, hein, l'idée perdure, c'est l'idée d'anticapitalisme. Elle est plus portée par les partis politiques que par le mouvement syndical, et je vais expliquer rapidement pourquoi. Le fondement, c'est la lutte contre le capitalisme, alors que les statuts de la CGT, dans son évolution, elle, c'est la lutte contre l'exploitation capitaliste. Nuance. L'exploitation capitaliste, c'est le rôle de la CGT et du syndicalisme. La lutte contre le capitalisme, Ah, ça a c'est le coupé. rôle des partis. C'est de là devient la césure. C'est-à-dire que dans la vie, le développement de la CGT, du syndicalisme et de la politique, l'histoire a fait que le syndicalisme est devenu réformiste, comme tu le disais fort justement, et le mot ne me gêne pas, alors que la décision politique du combat contre le capitalisme était dévolue aux partis politiques. La grande rupture, c'est mai 68. Je veux l'imager simplement. Si vous lisez le livre de Georges Segui sur le mai de la CGT, l'événement majeur, c'est celui au moment où Georges Pompidou, le Premier ministre de l'époque, amène ce qu'il voulait être le contrat le contrat de Grenelle. Alors, les syndicats autour de la table commencent à prendre leur stylo pour signer, et Georges Segui pose le sien et dit la CGT ne signera pas. Alors là, tout le monde repose son stylo et il dit, ce sont les salariés qui ont décidé la grève et ce sont les salariés qui décideront de la fin de la grève. Et ça a été le fameux meeting après chez Renault, etc., etc. Ce jour-là, une nouvelle identité syndicale est née. C'est-à-dire, c'était l'idée de la grève reconductible, la grève décidée par les travailleurs en bas. C'était plus, comme tu le disais tout à l'heure, l'appui sur le bouton, la grève décidée par en haut, mais la grève décidée par en bas et conduite par les salariés eux-mêmes, qui la décident eux-mêmes et qui la reconduisent eux-mêmes. Ce jour-là, l'idée de grève générale est morte pour le syndicalisme. C'est devenu la grève reconductible. Voilà. Et une nouvelle identité, pas seulement pour la CGT, mais pour l'ensemble du mouvement syndical. Je répète, c'est devenu le constat de Grenelle et non pas le contrat de Grenelle. Voilà. Et c'est simplement ce que je voulais ajouter parce que ça me semble fondamental pour l'histoire, bien sûr, mais aussi pour l'actualité. Merci. Merci. Ah, il y avait Non, encore c'est une. bon. Oui, Vas-y, Fabien. Et ouais, j'ai peut-être déjà une question de vocabulaire. Il faut peut-être rebondir après sur ce que vient de dire le collègue juste avant. En général, en haut, en bas, je ne suis pas exactement
je ne comprends pas exactement les choses comme ça, mais ça tient peut-être à la manière que le rap général, est-ce que c'est une fin ou est-ce que c'est un moyen? Parce que si c'est une fin, c'est la consommation actuelle, mais elle pose la question du pouvoir. Pas seulement satisfaire la revendication, mais également prendre le pouvoir, la classe ouvrière prendre le pouvoir. Uniquement une fin, ce qui est plutôt logique anarchiste de dire on va tout faire. Je caricature à peine. Hein. Donc voilà, je ne suis pas. Ouais, j'aimerais voir avoir des éléments sur sur ce qui peut paraître une ambiguïté, non pas de ta part, mais de la part du terme tel qu'il a existé historiquement. Et puis après, sur la question de comment ouais, c'est l'histoire de. Tout récemment, nous a dit qu'elle avait pas de bouton rouge pour appeler à la grève générale. Sans qu'on ne demande pas d'avoir un bouton rouge, je me souviens, pour les plus anciens, ils ont pu moi aussi, moi j'étais jeune étudiant, quand le responsable de Force ouvrière Blondel, je crois, disait je ne suis pas pour la grève générale, je suis pour généraliser la grève. Ce qui est une formule un petit peu alambiquée pour dire je ne veux pas appeler à la grève générale, je ne veux pas prendre la responsabilité. Et là, je me dis, ouais, qu'est-ce qui empêche aux directions syndicales, quand elles voient que les masses sont prêtes à se soulever, sont prêtes à s'insurger, à non pas appuyer sur un bouton, mais à dire, moi je suis d'accord avec vous, et on y va. Et on y va, je vous soutiens. C'est pas tant de dire, moi je suis chef, je vais décider que, c'est les masses, elles sont là, et donc je sens que vous êtes prêts à y aller, je vais y aller. Ça peut peut-être comme ça, donc il ne s'agit pas d'appuyer sur un bouton rouge. Et donc, quand sont-ils dînés, par exemple, en 2023, il y avait les masques qui étaient dans la rue. Il y avait des manifestations massives, il y avait 14 manifestations pendant 6 mois, mais il n'y a pas eu de grève générale. Il y avait quelques comités qui étaient pour la grève générale, mais peut-être qu'on était un petit peu frileux de faire une manif par semaine et perdre un jour de salaire par semaine. C'est peut-être pas le truc qui aide beaucoup à aller vers les grèves et vers la grève générale. Et même tu as dit 36-68, tu avais l'air un petit peu prudent sur le fait que c'était des grèves générales. Mais peut-être précisément, comme l'a dit le collègue tout à l'heure, en 36 comme en 68, je crois qu'il y avait, en tout cas, il y avait un potentiel, l'histoire n'est pas écrite d'avance, mais il y avait un potentiel de prise de pouvoir. Alors, est-ce que c'était vraiment le rôle des chefs syndicaux d'aller s'asseoir à table avec le gouvernement plutôt que de laisser poursuivre la grève générale? Alors, je ne peut pas écrire l'histoire. Mais il n'y a rien de gagné, même tu n'as pas cité 95, il y avait un potentiel aussi dans ces éléments-là. Donc la grève générale peut aller vers la prise. Bon, on ne sait pas, maintenant j'avais peut-être un tout dernier point. Oui, voilà, je t'ai pris extrêmement pessimiste dans mon discours. Donc voilà, c'est aussi la raison peut-être repoussée par le plus de la volonté. Et c'est toujours des fractions plus minoritaires. Mais si les minoritaires peuvent faire la révolution, je crois qu'aucune révolution n'aurait jamais eu l'histoire. Conclusion. Je vais essayer de répondre à tout le monde en même temps. Alors, je vois le message aussi de Baptiste Giraud, donc merci beaucoup. Merci de ta présence. Et effectivement, nos travaux respectifs se répondent beaucoup. Bon, je vais essayer de répondre un peu à tout le monde à partir d'ailleurs de ta dernière remarque. Non, moi, je ne fais pas ça pour être pessimiste et pour dire ça ne marche pas. Je dis juste que à l'heure où la thématique de la grève générale revient au cœur des débats syndicaux. Et on le voit, dès qu'il y a un mouvement social, on l'a vu lors du mouvement pour les retraites en 2023. La thématique d'ailleurs du « il n'y a pas de bouton pour la grève générale », en fait, ça ne date pas de Sophie Binet de 2023. C'est à chaque fois qu'il y a un mouvement en fait, syndical, il y a cette idée et la formule même, il n'y a pas de bouton pour appuyer, il faudrait la dater, mais je pense que déjà en 95, on doit sûrement trouver des occurrences. Et donc, on trouve effectivement des formules un peu alambiquées, comme tu as dit, on va généraliser la grève ou la convergence des luttes, etc. Mais à l'heure où cette grève générale revient dans le débat public, c'est important, je pense, de se repencher sur la manière dont elle était conçue à l'origine, c'est-à-dire pas du tout comme une fin en soi, et pas du tout non plus dans une perspective réformiste, mais comme l'outil permettant véritablement, c'est le thème des journées d'Espace Smart, la révolution. Et je trouve, pour le coup, dommage qu'ait disparu la dimension
on va dire, proprement révolutionnaire de la grève générale. Quasiment dès ses débuts. Pourquoi? Parce que si on revient sur le récit notamment de Pouget et Pato, on voit bien que la grève générale, très rapidement, il faut se remettre à travailler, il faut se remettre à produire. Mais une fois qu'on s'est débarrassé de toutes les structures d'exploitation. C'est-à-dire que dans la grève générale, pour dire les choses simplement, dans la grève générale, il y a l'autogestion. Mais pas l'autogestion pour les prochaines générations. Hein. L'autogestion, là, tout de suite, maintenant. Car dans le mouvement. Et à cette époque-là, la CGT, et c'est peut-être une des clés de compréhension, n'est pas encore la confédération qui, certes, reste fidèle à la charte d'Amiens, etc., mais est quand même devenue une organisation qui s'est institutionnalisée, qui est devenue voilà, un partenaire dans les négociations. Et ça, la bascule se fait pas en mai 68 même. Hein, je veux dire, même si c'est pas ce que tu disais, Jean, mais ça se fait en fait dès la Première Guerre mondiale. Dès la Première Guerre mondiale, la CGT s'institutionnalise, est intégrée au rouage de l'État. Et dès 1909 même, quand Léon Jouot devient secrétaire général de la CGT, il y a déjà une inflexion vers un discours qui est toujours très grève généraliste, très révolutionnaire, etc. Mais, par exemple, sur la question du sabotage, dès 1909, hop, on n'en parle plus. Aucun congrès de la CGT n'a condamné le sabotage, hein, n'a rejeté le sabotage, alors que la CGT l'a adopté comme moyen d'action en 1897. J'étais à la CGT il y a pas longtemps, à Montreuil. Je leur dis, mais il y a un congrès qui a condamné le sabotage. Ah, non, il n'y en a pas. Et pourtant, dans les faits, on a arrêté d'en parler. Ça ne veut pas dire que tous les syndicalistes l'ont abandonné. Il y a toujours eu une minorité, notamment dans l'entre-deux-guerres, dans ce qu'on appelle la CGT-SR, CGT de syndicalistes révolutionnaires, et la CGT-U, qui fait scission voilà, pendant un moment dans l'entre-deux-guerres. Ils ont continué, eux. Et aujourd'hui aussi, dans la CGT, il y a un courant anarcho-syndicaliste encore fort, hein, qui ressemble d'ailleurs qui est plus proche de la CNT française que de la CGT majoritaire, dans son idéologie, etc. Mais malgré tout, le syndicalisme français a abandonné complètement ce projet proprement révolutionnaire. Je trouve ça dommage. Mais ça ne veut pas dire que le fait de rappeler que la grève générale révolutionnaire telle qu'elle était conçue a immédiatement rencontré des difficultés qui n'avaient pas été prévues par les premiers militants, ça ne veut pas dire que l'idée même de grève générale est à mettre à la poubelle. Je ne veux juste surtout pas dire ça. Pas du tout. Moi, j'ai même écrit un livre sur le sabotage pour dire qu'il y a peut-être même des formes de sabotage dont il faudrait retrouver l'intérêt et l'inspiration et peut-être les actualiser. Forme de sabotage intelligent, j'ai fait tout un livre là-dessus. Donc je suis pas du tout, partisan de dire ah oui, mais alors la grève générale révolutionnaire ça n'a jamais marché, passons à autre chose. Pas du tout. Je dis juste que si on veut prendre au sérieux cette hypothèse, il faut regarder lucidement, historiquement, les difficultés qui ont été rencontrées à chaque fois qu'on a voulu la mettre en œuvre. Quand j'hésitais à parler de grève générale pour 1936, oui, 2 millions d'ouvriers qui font grève, c'est une minorité chez les ouvriers. En mai 68, bon, ils sont peut-être jusqu'à 6 millions, on dit. Effectivement, oui. Mais que je sache, le capitalisme n'a pas été aboli. Sinon, on le saurait. Donc, ce n'est pas un jugement de ma part. Je dis pas oui, c'est bien ou c'est pas bien. Je dis juste, historiquement, en fait, à chaque fois que cette grève générale on a voulu la mettre en œuvre, il y a eu tout un tas d'obstacles. Si on ne les analyse pas lucidement, concrètement, sereinement, alors on se condamne à buter systématiquement sur les mêmes obstacles. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que quand j'hésite à qualifier de générale des grèves, voilà, même les plus massives de l'histoire de France, c'est parce que dans la grève générale, historiquement, il y a l'idée que quand même, c'est toute la classe ouvrière dans son ensemble qui se met en branle. Or, là, force est de constater que l'histoire du mouvement ouvrier, du point de vue syndical, c'est l'histoire d'une minorité dans la classe ouvrière.
Et ça, à l'échelle internationale même. C'est l'histoire, globalement, hein, sauf quelques exceptions, mais c'est l'histoire d'une minorité. Et ça, quand on est une minorité et qu'on veut faire la grève générale, ben, c'est compliqué. Je dis pas que c'est impossible, j'en sais rien. Je suis historien, donc je peux vous dire ce qui s'est passé, je peux pas vous dire ce qui se passera. Mais il y a forcément une difficulté à prendre à bras le corps et sérieusement pour éviter que la grève générale, justement, reste une sorte de slogan, comme ça, une sorte de mythe mobilisateur qui ressort perpétuellement et qui bute toujours sur les mêmes obstacles. Donc, pas de pessimisme de ma part, mais simplement du réalisme, effectivement, pour prendre au sérieux, en fait, cette hypothèse. Merci Dominique. Merci à tout le monde. Et je pense qu'on aura peut-être d'autres rendez-vous pour voir un petit peu et prolonger